Quelle mobilité pour la Smart City demain? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et alors avant d'aller un petit peu plus loin, messieurs, quand je vous dis Smart City, qu'est-ce que ça vous évoque, Stéphane? Alors, si on fait une traduction littérale, la ville intelligente, mais la ville intelligente, pour quoi faire? Je crois qu'on a vu beaucoup trop d'approches top-down depuis des années, et je crois qu'il faut se soucier de ce qu'on fait, des innovations, des briques technologiques qui sont implémentées dans la ville, et donc prendre en compte le citoyen, pour qu'à un moment donné, la ville intelligente soit au service de ce que nous sommes, hommes et femmes qui vivons dans la ville, nous rendre plus simple la mobilité, plus fluide, moins de congestion, moins de pollution, adapté au handicap. Voilà. Donc une prise de conscience du citoyen dans les briques technologiques de la ville, c'est ce que vous partagez comme opinion, Guillaume, Oui, pour la Smart City? tout à fait. Pour nous, il ne peut pas y avoir d'innovation technologique sans usage, donc c'est bien en partant des usages et des attentes des voyageurs, des utilisateurs, qu'on peut progresser. Nous, plutôt que Smart City, on préfère le terme de responsive locomotion, dans lequel, par analogie avec le responsive design, dans lequel le contenu web s'adapte au contexte et au contexte d'utilisation de l'utilisateur. La responsive locomotion, c'est le fait que grâce au logiciel et aux données, on va pouvoir adapter l'offre de transport au contexte et au profil du voyageur en fonction de sa situation personnelle de mobilité. Et c'est ce que vous proposez chez Kizio Digital, justement? Tout à fait, c'est ce que nous proposons à nos clients qui sont des collectivités locales, mais aussi des opérateurs de transport, et nous les aidons à mieux servir leurs voyageurs en ayant une réponse et en proposant à leurs utilisateurs, leurs voyageurs, d'avoir une réponse personnalisée en fonction de leur profil de mobilité. Et alors Transpolis, qu'est-ce que c'est? Alors Transpolis, c'est une société qui développe un projet qui est unique en Europe, de création d'une ville laboratoire dédiée à la fois à l'innovation et l'expérimentation de solutions innovantes dans le champ de la mobilité urbaine, l'interface du véhicule, de la route, des infrastructures énergétiques et de communication, du mobilier urbain, tout ce qui constitue les composantes de la ville. Donc ça veut dire que demain, d'autres sociétés qui développeront des solutions pourront venir les tester directement dans votre ville laboratoire. Tout à fait, c'est ça. Alors donc en fait, on a d'un côté Transpolis qui aide au développement du hardware, Kizio Digital qui est plus dans le software. Donc la question vous va à tous les deux, comment est-ce qu'on va se déplacer demain? Je pense que le hardware et le software ne s'opposent pas, évidemment, ils se complètent, quoi. C'est pas avec un logiciel qu'on se déplace, c'est bien avec du hardware. En revanche, nous observons que les attentes des voyageurs maintenant sont de plus en plus multimodales. Nous déplaçons tous, chacun, là, en combinant des modes de transport, et en fait, il ne faut pas opposer les modes entre eux, mais plutôt être capable de les assembler, de les unifier. Et cette unification par le service, elle provient justement du logiciel et des données, et c'est ce que nous proposons d'améliorer grâce à nos outils et à nos services. Donc c'est penser la mobilité de manière globale en fait, pas sur un usage spécifique, pas sur un moyen de locomotion spécifique, mais de manière globale pour le citoyen. C'est penser la mobilité à partir du voyageur. Voilà, c'est lui proposer une solution qui corresponde à son profil, d'une part, à sa situation de mobilité. Je suis avec une poussette, des valises, ou j'ai une contrainte de mobilité dans ce moment-là, et puis aussi le contexte du réseau, des perturbations sur un mode, ce qui arrive, on le sait, même si les transporteurs font tout pour l'éviter, et puis voilà, une météo. Donc on va chercher des itinéraires qui correspondent et qui prennent en compte toutes ces contraintes-là, grâce au logiciel et aux données qui savent combiner un grand nombre de possibilités et proposer la meilleure. Alors on parle des contraintes, mais quels sont finalement les enjeux de la ville de demain? Qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer par rapport à la mobilité dans la ville qu'on a aujourd'hui? En fait, si on fait un constat, c'est qu'on a des besoins en matière de déplacement qui sont croissants. Alors dans les métropoles, j'entends, avec des infrastructures qui n'ont pas évolué ou très peu évolué, ou quand on rajoute un périphérique urbain, une rocade, une nouvelle ligne de métro, c'est tout de suite engorgé au bout de quelques années. Donc ça ne va pas assez vite. Et puis, c'est répondre en fait au fait qu'il y a de plus en plus de citoyens dans les villes, et voilà, donc il faut que ce soit encore plus fluide. En 2050, on sera à 70% de la population mondiale, voire plus, dans les villes. Donc il y a un problème d'engorgement, de pollution, d'infrastructures. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a des grands enjeux sociétaux à relever, et il faut repenser la façon dont on conçoit à la fois les villes. Alors dans notre vieille Europe, c'est compliqué, on ne va pas tout rater, mais certains quartiers peuvent être des quartiers pilotes et réaménagés pour faire en sorte que la mobilité soit un petit peu plus adaptée au mode de déplacement. Alors ça c'est pour le nombre de consommateurs, mais il y a également un enjeu environnemental pour les villes de demain. Comment est-ce quels sont par exemple les modes de transport qu'on aura avec les énergies nouvelles? Quelles énergies utiliserons-nous déjà par exemple? Moi, je pense qu'on continuera à utiliser les énergies qu'on utilise actuellement. Peut-être qu'il y aura un développement un peu plus fort de l'électrique et de l'hydrogène.
Je ne crois pas qu'on passe du tout au rien, notamment sur la question du pétrole, hein. Donc ça va être un mix énergétique. D'ailleurs, des sociétés réfléchissent à la station de recharge multi-énergie en ville, voilà, puisqu'on sait qu'on aura des véhicules de tout type qui rouleront avec différents types d'énergie. Donc on pourra venir chercher de l'hydrogène, de l'électricité, de l'essence. Voilà. Peut-être pas encore du soleil, mais Peut-être, espérons. pourquoi pas. Guillaume, est-ce que la mobilité de demain, donc vous développez un software, sera forcément connectée? Alors, justement, moi, je voudrais revenir sur votre question là, du contexte. Nous ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux grands contextes qui se posent. Le premier, c'est les contraintes toujours plus fortes sur les pressions des collectivités locales, qui sont pour elles un véritable défi pour trouver des solutions pour à la fois satisfaire les attentes de leurs citoyens, des citoyens sur le territoire, mais aussi maîtriser le budget. Le deuxième grand contexte, il est mondial, il est planétaire, il est la prise en compte du contexte environnemental et un meilleur usage des ressources. Et en fait, ces deux contraintes-là, finalement, elles se retrouvent parce que le point de jonction de ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus avec moins, fondamentalement, comment est-ce qu'on peut faire un meilleur usage des ressources disponibles. Et là, on pense qu'il y a une véritable place pour la mobilité connectée, pour cette capacité à en fait rentrer dans l'ère de la mobilité partagée. Plus on arrive à finalement rentrer dans l'ère dans lequel on partage les modes de transport, on a une meilleure utilisation des ressources. Quand on arrive à apporter des solutions pour éviter les zones de congestion grâce au logiciel, en proposant des itinéraires alternatifs, eh ben, on évite de rajouter encore de l'infrastructure, mais on vient tirer parti des infrastructures déjà disponibles. Donc vraiment, la mobilité connectée, encore une fois, c'est pas une opposition entre software et hardware, c'est bien l'alliance des deux qui permet de tirer un meilleur usage des ressources et de valoriser pour les collectivités locales les investissements qui ont déjà été réalisés sans ajouter de pression supplémentaire sur leurs finances. Alors là, on parle de mobilité connectée qui permettent de partager des moyens de transport, que ce soit les transports en commun, donc on imagine en fait un certain nombre de plateformes de covoiturage ou autres, mais la mobilité c'est aussi à pied. Est-ce qu'on pourra marcher à pied de manière connectée demain? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on intègre la marche à pied de manière intelligente dans les propositions d'itinéraire, plus on est à même de faire des propositions de marche qui soient pertinentes. Je m'explique avec deux exemples. C'est parfois plus agréable de faire 200 mètres en descente que 50 mètres en montée. Dans des villes qui ont des dénivelés importants, c'est des choses intéressantes à prendre en compte. Donc un logiciel en fait qui vous dirait quel chemin prendre pour que vous soyez le moins fatigué possible. Un logiciel qui, dans la recherche d'itinéraire, tient compte de la déclivité en fait des itinéraires et vous donne pas un cheminement piéton qui soit celui d'un GPS de voiture qui en a pas grand chose à faire de savoir si ça monte ou ça descend, parce que c'est le moteur qui travaille. Alors peut-être que demain on en tiendra compte dans l'usage des énergies, mais en tout cas on n'en est pas encore là. Alors qu'en marche à pied, forcément ça a un impact. Deuxième exemple, c'est que, et là aussi au service de la décongestion urbaine, on sait dans certaines villes, c'est le cas notamment à Lyon, que parfois 20% du trafic, d'ailleurs c'est similaire avec les voitures qui cherchent une place de stationnement, c'est les mêmes chiffres, 20% de trafic interstation, donc d'une station à une autre, provient de voyageurs qui font juste une station, parce qu'en fait ils ont préféré prendre le métro, pas pour embêter le monde, mais parce qu'en fait ils ne savaient pas bien le faire à pied. Donc on voit bien que c'est deux réponses. C'est quelque chose qu'on voit souvent quand le métro est en grève, on se rend compte que finalement on ne sait pas où on doit aller. Bah ouais, c'est ça, et en fait si vous voulez, il y a des réponses autour de ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que plutôt que de rajouter des modes supplémentaires, ce qui est parfois indispensable, savoir proposer des itinéraires efficients, c'est aussi des réponses pour décongestionner l'offre et les infrastructures existantes. Mais alors est-ce que justement demain dans la ville, dans la Smart City ou dans la ville à mobilité connectée, on cherchera toujours son chemin? Je pense qu'on le cherchera peut-être sans s'en rendre compte. Peut-être qu'avec un casque auquel on a dit où on voulait penser pour refaire le lien. Il le cherchera pour nous finalement. Il le cherchera pour nous. Peut-être même qu'on aura un exosquelette, un squelette extérieur là, qui marchera pour nous en portant des choses lourdes sans qu'on s'en rende compte. On sera sur des solo wheels ou des modes de transport qui avanceront tout seuls dans des voitures autonomes. Bon, peut-être un moyen terme avec un entre-deux qui est que plus on est guidé efficacement, parfois avec une interaction sur les infrastructures qui deviennent de plus en plus puissantes, des fléchages au sol qui s'adaptent en fonction de la personne qui avance. Ça tendra à s'effacer et à faire disparaître la technologie. Mais je pense qu'elle sera de plus en plus connectée. Alors si on passe maintenant aux moyens de transport de demain, donc Transpolis, Stéphane, est en développement. Vous travaillez avec un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme moyen de transport dans la ville de demain? Qu'est-ce que vous avez déjà vu peut-être comme moyen de transport de la ville de demain? Alors, rien de très révolutionnaire jusqu'à présent, puisque les seules avancées sont dans le champ du véhicule autonome et de navettes autonomes type Navia ou Robosoft avec Ligier.
Mais demain, on peut imaginer se déplacer en drone, on peut imaginer se déplacer par du transport par câble, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui va faire son apparition dans les villes. Voilà, on voit des triporteurs qui sont aujourd'hui utilisés pour des food trucks ou autres applications, mais qui pourraient être utilisés pour du transport de passagers. Donc voilà, on voit émerger un certain nombre de solutions, mais jusqu'à présent, ce qui est sur le marché n'a rien de véritablement extraordinaire. Ça reste des choses quand même avec des roues et pas de volant, mais guidés. Les drones volent, donc on les peut drones imaginer. volent, oui, mais pour l'instant, sur le transport de passagers par drone, on Donc en fait, où on se déplace en roulant mais sans conducteur, ou on vole, mais pour le coup on a toujours un conducteur. Voilà. Donc Transpolis est une ville laboratoire, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous travaillez aussi avec des villes qui vous mettent à disposition des quartiers pour tester des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà testées aujourd'hui dans certaines villes ? Non, alors aujourd'hui on est en train de discuter avec certaines villes partenaires qui pourraient nous mettre à disposition des quartiers pilotes, des quartiers tests, pour implémenter des solutions qui seraient issues des partenaires de Transpolis, et donc faire un aller-retour entre le Transpolis in vitro, entre guillemets, et la vraie vie. Alors, ça a été le cas avec Navia, Navette Autonome, puisqu'ils sont venus tester sur notre site existant leur véhicule et faire une mise au point. Et ensuite, ils ont eu le droit d'utiliser dans la ville de Lyon un parcours particulier pour faire des tests dans la vraie vie. Voilà. Et ça, on aimerait le développer de façon un peu plus large et pas uniquement sur la question du véhicule. Et alors, dans la mobilité, dans la ville connectée, comment est-ce qu'on aborde la question de la sécurité ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, notamment quand les grands acteurs du web se sont mis à faire de la voiture autonome. Ils nous ont expliqué que finalement, il y avait moins d'accidents quand la voiture était conduite toute seule que quand il y avait un conducteur. Donc quand on va vers le véhicule autonome, comment est-ce qu'on aborde cette question de la sécurité ? Alors là, ce n'est pas Transpolis qui va résoudre cette problématique-là, bien sûr, mais effectivement, on la prend en compte. C'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle les ADAS, les aides à la conduite, et donc les logiciels qui sont mis au point par les constructeurs. Donc sachant que nous avons dans notre équipe d'ores et déjà 2 personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle les facteurs humains, l'ergonomie cognitive, et qui savent travailler très en amont avec les constructeurs et les équipementiers sur ces sujets-là pour la mise au point du logiciel, et faire en sorte que le véhicule reconnaisse au maximum son environnement et freine quand il y a un piéton ou quand il y a un chat, dans des situations qui nécessitent une réaction rapide pour éviter l'accident. Alors, on a parlé des collectivités, on a parlé également de certains grands acteurs américains. Quelle est la tendance en France de la mobilité, de la ville connectée ? Est-ce que on veut aller vers la ville de demain avec une mobilité un peu plus connectée, ou on est encore un peu frileux, ou on est en phase de test ? Qu'est-ce que vous remarquez, vous, au quotidien ? Nous, on observe qu'il y a une attente toujours plus forte pour aider, pour accompagner les voyageurs avec cette mobilité connectée. Les collectivités veulent proposer à leurs concitoyens des solutions, à leur marque, à leur couleur, qui prennent la marque en fait des réseaux de transport, pour proposer à leurs voyageurs des solutions qui leur permettent d'informer, d'être informés et alertés en temps réel, mais aussi, et c'est ce qu'on propose, c'est ce que nous proposons à travers l'application Planbook Ticket, qu'on propose en marque blanche et qui est donc adaptée au contexte de chaque collectivité, des solutions qui permettent maintenant d'acheter et d'utiliser son titre de transport. L'objectif vraiment au travers de la mobilité connectée, c'est de simplifier l'accès à la mobilité, la rendre facile et accessible à tous, et valoriser en fait l'offre de transport qui est financée par les collectivités locales. Et donc finalement tout centralisé au sein d'un même device qui j'imagine sera le smartphone. On peut imaginer autre chose demain, mais en fait le smartphone sera ce qui permettra d'acheter, mais ce qui permettra de vérifier qu'on a effectivement acheté son billet, parce que ce sera le billet en lui-même. Tout à fait, c'est vraiment l'idée d'assister dans la mobilité et de la rendre facile et accessible à tous, intuitive. Voilà, donc ça commence par l'unification de tout un tas de modes de transport et de continuer encore et toujours demain à adapter et à ajouter tous les modes de transport qui sont utilisés par les voyageurs pour avoir un seul point d'information globale sur ces modes. Stéphane, vous avez pas mal de contacts avec les villes, est-ce que ou avec les collectivités. Est-ce que vous voyez également cette tendance de vouloir améliorer la ville en la connectant, ou la mobilité dans la ville en la connectant ? Oui, les villes sont même en train de s'organiser, j'allais dire de se réorganiser, mais on voit apparaître des personnes qui sont chargées de la Smart City au sein des équipes dans les villes. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, New York a embauché il y a 1 an une CTO qui a 55 ans, qui a fait toute sa carrière dans des startups de la Silicon Valley, pour justement aider la ville à comprendre ces changements, à les intégrer, à analyser les technologies, les solutions qui sont proposées, et de voir quelles sont celles qui sont les plus adaptées au service du citoyen, et puis qui rentrent dans le cadre de l'aménagement nécessaire de la ville
en termes de coûts, d'infrastructures à mettre en place. Oui. Non, je voudrais compléter ce propos, c'est en ajoutant que la ville, elle est forcément aussi avec des personnes, des citoyens, des communautés, et que la ville connectée ou le mieux vivre ensemble, il se construit avec une interaction qui rend les citoyens acteurs. On en parlera, je pense, tout à l'heure aussi un peu plus autour du mouvement Open Data, qui est vraiment un mouvement de fond, mais plus globalement d'innovation ouverte. Je crois qu'on partage aussi cette dynamique-là, dans laquelle on offre les possibilités aux utilisateurs de contribuer aussi au service, en améliorant les données, en signalant des dysfonctionnements, mais aussi en apportant des améliorations aux algorithmes ou aux logiciels qui permettent de les servir. Et alors justement, sur la question des données, finalement, la mobilité de demain n'est possible qu'avec récupération d'un certain nombre de données. Qu'est-ce qu'on récupère, comment on les gère et comment est-ce qu'on intègre en fait cette stratégie de données ? Alors c'est des sujets qui sont pris avec beaucoup de sérieux et de précision en France et en Europe, parce qu'on est assez précis sur ces questions de données personnelles, notamment en France. Mais c'est vrai, maintenant c'est une tendance de fond partout dans le monde. Donc nous stockons des données qui sont des données totalement anonymisées. On n'a pas ou en tout cas les données personnelles sont à chaque fois bien cloisonnées, bien distinctes, je tiens à le préciser. Maintenant, toutes ces données qu'on récupère, c'est une formidable opportunité pour en fait mieux savoir, mieux connaître les demandes des voyageurs et comme ça rétroagir en fait sur l'offre de transport pour pouvoir apporter une amélioration de la mobilité. C'est-à-dire en sachant ce que les gens demandent, on est capable maintenant de mieux connaître la mobilité et en fait de rétroagir pour améliorer l'offre de transport. Stéphane, pour finir, donc Transpolis est en développement. Quand est-ce que ça verra le jour ? Début 2018. Début 2018. Est-ce que moi, par exemple, je pourrais venir visiter Transpolis si je le souhaite ? Alors, ce ne sera pas grand public, ce sera réservé quand même à un public industriel. Donc, si vous faites partie d'une entreprise qui effectivement rentre dans le champ de la mobilité urbaine et de l'innovation, on sera ravis de vous accueillir, mais sinon ce sera compliqué. Ou alors comme testeur. Voilà, vous qu'il y avait des phases de test avec les citoyens. Effectivement. On pourra dans notre ville laboratoire accueillir un certain nombre de figurants, entre guillemets, qui viendront jouer le rôle d'usagers, de citoyens qui seront confrontés aux innovations mises en place dans Transpolis. Et dans ce cadre-là, on sera ravis de vous accueillir. Et ben voilà, vous savez où est-ce qu'il faut aller si vous voulez découvrir la ville du futur. Et je vous propose maintenant, messieurs, de passer à la troisième partie de cette émission, le pitch. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.